Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast maintenu et animé par Driss Rali. Il est possible d'expliquer la politique française, ou du moins la politique menée et le traitement de la question du terrorisme et de l'immigration par un prisme unique. Et je ne pense pas être trop réducteur ou me tromper en adoptant cette clé de lecture, et qui est la suivante. C'est une mansuétude assumée et active avec le phénomène islamiste. C'est une sorte de collaboration, de complicité avec l'installation en France d'un islamisme enraciné, actif, décomplexé, et qui aura de plus en plus un rôle de contrôle social des musulmans de France. Alors, je vais essayer de développer cet argument dans ce podcast et déjà commencer à partager avec vous l'immense étonnement, enfin tout le monde autour du monde, hein, les personnes se sont étonnées, sont sidérées de voir la faiblesse de l'État français vis-à-vis du phénomène du djihadisme et de l'islamisme, hein, parce qu'il y a aussi un militantisme islamiste en France, et c'est une faiblesse en réalité qui est organisée. C'est pas seulement une faiblesse morale ou un désarmement moral, j'en ai souvent parlé à cette antenne, mais c'est aussi une faiblesse qui est organisée, c'est-à-dire qu'elle est voulue. On l'a vu avec le débat hallucinant sur la déchéance de nationalité. Enfin, dans n'importe quel pays du monde, ce débat n'aurait pas eu lieu. Tous les gens qui étaient des menaces pour la sécurité nationale, qui portaient une double nationalité, auraient été déchus de leur nationalité française. Dans tous les pays du monde, tous les pays sérieux. Commencer par les pays musulmans d'ailleurs. Sauf que en France, ça n'a pas été le cas. Le débat est parti a fait pchit, comme on dit. Hein. Ce débat, je crois, remontait à l'année 2015. Mon autre exemple, l'absolue incompétence au niveau de la gestion du dossier des djihadistes pris au piège, entre guillemets, hein, du Levant, hein, Syrie, Liban, Irak. On ne sait pas combien ils sont, où ils sont, ce qu'on veut en faire ou pas, s'il faut les déchoir de leur nationalité, les enfants et autres, les épouses, les veuves. Le dossier hallucinant de la DRPP, de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, avec l'attentat ignoble qui a eu lieu, et toutes les révélations qui ont eu lieu derrière, avec une organisation de l'impuissance, c'est-à-dire qu'on interdit même aux gens de remonter, de faire des alertes. Donc, pour un service de renseignement, c'est assez incroyable. Bien entendu, les énormes pertes en ligne dans la politique d'expulsion des immigrés illégaux ayant commis des crimes, ou des gens qui ont des interdictions de permanence, enfin, comment on appelle ça, des IQF, je crois, c'est des injonctions à quitter le territoire, je crois, ça doit être ça. Eh bien, ces gens-là ne sont pas expulsés. On l'a vu avec l'imam cité dans l'affaire de la préfecture de Paris. Et le type aurait dû être expulsé, on l'a gardé parce que il s'est marié. Donc, j'ai plusieurs cas, notamment dans mon entourage proche, où des gens qui sont en illégalité, sans papier, commettent des délits. Je ne sais pas si elles sont des crimes dans ce cas-là, mais dans le cas que j'ai à l'esprit, mais commettent des délits, plusieurs délits, donc récidives, et ils sont toujours sur le territoire français depuis 10 ans. Donc, ce que j'appelle l'impuissance organisée de l'État français. Et puis, il y a cette haine permanente, cultivée aussi au jour le jour des flics et des forces de l'ordre, qui est un phénomène bourgeois. C'est assez hallucinant. Normalement, la bourgeoisie, dans tous les pays du monde, est le parti de l'ordre, puisqu'elle a peur pour son pognon, son patrimoine. Or, en France, la France progressiste, eh bien, on a une bourgeoisie qui n'aime pas la police et qui ne manque aucune occasion pour soit les humilier avec l'affaire Benalla, soit annuler leur crédit, soit les traiter de tous les noms de fascistes, soit les mettre sous le projecteur avec les projecteurs de la suspicion et de l'opprobre, comme dans l'affaire Théo. Voilà. Donc c'est assez hallucinant parce que normalement, je vous dis, les bourgeois, ils ont peur pour leur argent et leur patrimoine, mais là, en France, les bourgeois tirent sur les flics, tirent moralement, hein, symboliquement et psychologiquement sur les flics qui les protègent au quotidien. Eh bien, tous ces éléments-là, tous ces éléments qui sont choquants, surtout quand on est à l'extérieur de la France, qui font penser à une débandade organisée ou voulue, ou provoquée, font penser à une espèce de cogestion, à une espèce de cogestion de la décadence, du déclin. En fait, ce n'est pas un déclin, nous, les amoureux de la France, et aussi les gens de droite, je pense, mais disons, je sais qu'il y a des gens de bon sens qui aiment la France aussi à gauche. Donc disons, nous, les gens qui aiment la France, les amoureux de la France, parlons beaucoup de volonté de déclin et de décadence, mais pour le pouvoir, j'ai l'impression qu'eux, ils sont dans la conscience, enfin, ils ont conscience qu'ils sont dans une phase de transition.
d'où des désordres. En effet, l'islamiste est le meilleur partenaire, hein, le meilleur comparse du projet progressiste. Alors, définissons bien le progressisme, hein. On n'est pas en train de parler du socialisme ou même du communisme des années 70-80, hein. C'est autre chose, hein. C'est l'union incestueuse, hein, comme je l'appelle, entre la gauche et le grand capital. Surtout la gauche version venant du communisme et du trotskisme et les grands capitales. Et pour être beaucoup plus terre à terre, c'est le projet libéral au niveau de l'économie, libéral la mondialisation, hein. J'allais dire mondialiste, mais le terme est connoté, donc libéral, néolibéral, hein. C'est le capitalisme déchaîné, hein, à qui on a enlevé les chaînes qui le retenaient. Et donc il devient une espèce de machine à reformater, à reformuler, à déconstruire, voire à détruire la société. D'une part, donc ce projet libéral, ultralibéral, et de l'autre côté, une certaine décadence sur le plan sociétal. Et si vous ne voulez pas utiliser des mots trop connotés, une certaine réingénierie, réforme sociétale. Et vous voyez très bien ce de quoi je veux parler, notamment une relativisation morale de tout ce qui faisait les fondements du monde occidental, famille, nation et autres. Donc c'est ça le projet progressiste. Et ce projet progressiste, il est conscient de ce qui est en train de se passer, qui va encore plus, qui va s'approfondir, hein, des tendances lourdes des prochaines années. Je parle à horizon 5 ans à 10 ans. La première évolution, ou catastrophe si vous voulez, c'est le naufrage de la classe moyenne, les classes moyennes. Ils sont en train d'être laminés par l'évolution du capitalisme mondialisé, la montée de la Chine, et là-dedans, on peut faire entrer toute la partie, enfin, les questions liées à la robotisation, aux chaînes du travail, à l'intelligence artificielle, qui promettent évidemment la destruction de plusieurs emplois dans le monde des services, mais aussi de l'industrie, des emplois qui étaient ceux de la classe moyenne, plus ou moins aisés. Je connais même au Brésil aujourd'hui, il y a des emplois d'avocats qui sont détruits, remplacés par des softwares qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui font des courriers aux juges sur la base de courriers, les courriers qui partent aux juges ou même les argumentations là, qui sont échangées dans certaines cours juridictions au Brésil sont écrites par des robots. Et là, on avait 10 avocats, on a un avocat et 10 serveurs. Et l'avocat, il ne fait que relire et signer. On a encore besoin d'un être humain pour signer. Un être humain doté d'une inscription au barreau, hein, qui a passé le concours du barreau. Donc là où il y avait 10 avocats qui travaillaient, du matin au soir, on a des serveurs qui travaillent et un seul bonhomme ou une seule bonne femme qui signe. Donc, disparition de la classe moyenne, ça c'est tout à fait bien digéré, et connu et perçu par les élites progressistes. L'apartheid territorial, hein, qui s'est créé, voilà, il faut lire Christophe Guillu, mais il n'emploie pas ce terme-là, mais c'est évident. Les pauvres sont toujours de plus en plus loin des centres-villes ou des poches de richesse. Les pauvres, qu'ils soient de français de branche ou français de souche, on voit bien qu'il y a de moins en moins comment dirais-je, de mixité, même au niveau des bars. Le zinc a fait la mixité française, entre autres, hein. On pouvait y retrouver des gens de la bourgeoisie, des chauffeurs de taxi, des chômeurs, des flics, des profs, des instituts, tout ça. Le zinc est en train de se vider de c'est-à-dire sa faune naturelle, parce que les gens ne vivent plus au même endroit. Ils ne fréquentent plus les mêmes cafés, donc il y a de moins en moins d'occasions d'avoir une mixité sociale. Alors, je vous en parle. Quand vous voyez quand vous lisez Guillu, vous voyez très bien l'impact sociologique et même émotionnel de tout ça. Les gens n'habitent plus le même monde, et ça, les progressistes le savent très bien. Et ils savent que ça crée de la rage, et les Gilets jaunes expriment entre autres cette rage-là de l'apartheid territorial. L'ascenseur social, bon, les gens aiment bien dire qu'il est en panne. Il n'est pas en panne, puisqu'il y a des gens qui réussissent tous les jours, qui ont des réussites assez brillantes. Mais il est, disons, il est devenu beaucoup plus sélectif et beaucoup moins prévisible surtout. Il est beaucoup moins prévisible qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Il fallait avoir un bon diplôme pour avoir une chance de s'en sortir. Là, les choses sont beaucoup plus compliquées avec les nouveaux métiers de l'informatique, du digital. Ou même, vous avez des gens qui s'en sortent en jouant au foot, en chantant du rap, et des gens qui ont des doctorats qui sont au chômage ou au RSA. Donc, voilà.
Mais quand même, l'impression, à la limite, la réalité n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est l'impression. Et les gens ont l'impression que l'ascenseur social est en panne, alors qu'à mon avis, il est juste moins prévisible. Et cela se produit, cette panne perçue de l'ascenseur social se produit au moment où l'immigration continue, s'accélère. 200 000 entrées ou 250 000 entrées légales en France. À mon avis, on est à 400 000 ou 500 000 par an si on prend les entrées illégales. Bah, ces gens qui viennent d'arriver, qui sont en train d'arriver, là en 2010, 15, 2020, bah, ils auront des enfants, hein. Et cette deuxième génération, elle va être là, elle va frapper à la porte dans 10 ans, 15 ans, et elle va frapper à la porte d'une société où il n'y a plus d'ascenseur social, où, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme je viens de le dire, l'ascenseur social est réputé en panne. Cela s'appelle un réservoir de colère, de frustration, puisque les gens traversent la Méditerranée, traversent l'Afrique, payent 5 000, 10 000 euros pour venir, font des mariages blancs facturés à plus de 10 000 euros parfois. Ils font ce sacrifice-là pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Or, leurs enfants et les parents eux-mêmes, et surtout les enfants, ils vont voir que euh, la, la, ce n'est pas l'Eldorado, ça on le savait, mais l'ascenseur social est en panne, ou est réputé en panne. Donc tout cela crée un réservoir énorme de frustration. Donc l'ascenseur social, comme je viens de le dire, l'apartheid territorial, la ségrégation territoriale, où les pauvres sont de plus en plus loin des centres de richesse, et puis le naufrage des classes moyennes, hein, qu'elles soient de branche ou de souche, hein. Ça c'est un fait, hein. La mondialisation est assez aveugle, elle n'est pas raciste, hein. Elle détruit les emplois de tout le monde, donc, ou d'une manière, on va dire, égale. Donc tous ces facteurs-là vont alimenter une espèce de cocotte minute où bouillonne la frustration, la colère, le désespoir, le désarroi et l'incompréhension. Parce que les gens leur a dit le progrès, l'économie, pardon, la technologie, on va vers la bienveillance. Parce que les gens, en grande partie, croient que le système est bienveillant. Puisque le système n'est pas une dictature, il y a des élections tout le temps, le système distribue des aides sociales qui sont réelles, hein, surtout pour tout le monde, donc pour les gilets jaunes et même pour les migrants. Les gens sont connectés, prennent, ils prennent une dose élevée d'assistance sociale tout le temps. Donc beaucoup, on croit encore que le système est bienveillant, alors qu'il n'est pas du tout bienveillant. Il a juste une apparence bienveillante. Et c'est toute la force du progressisme, mais sa faiblesse, parce qu'un jour, ça va se retourner contre lui, parce que les gens vont finir par comprendre et sortir de cette dissociation. Alors pour hein, les musulmans installés sur le sol français, le jour de la grande explication est déjà prévu par le système, à mon humble avis, hein. Là, je fais de la spéculation. Et là, il a déjà prévu le système qu'il y aura une grande confrontation, ou qu'il y aura un grand réveil de cette population. Et l'islamisme est une arme, est une solution. Puisque là où l'islamisme prospère, il n'y a plus de lutte sociale. Là où l'islamisme s'installe, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de réunions civiques, parce qu'il n'y a plus de mixité. Les gens, les hommes et les femmes ne se croisent plus, ne dialoguent plus, si ce n'est dans une relation d'oppression. Donc les gens ne s'organisent plus. La société est fracturée entre les hommes et les femmes. Vous n'avez plus de mixité, vous n'avez plus de lieu même la voie publique n'est plus occupée. Là où l'islamisme s'installe, les cafés sont en général désertés ou deviennent l'endroit unique des hommes. Vous n'avez plus de gymnase, piscine. Vous voyez bien comment ils veulent séparer les gens. D'abord, ils veulent séparer les hommes et les femmes, mais après, ils vont enlever les femmes des piscines. Et puis après, ils vont fermer la piscine, parce qu'ils vont vous dire que c'est haram et que même la musique va être haram. Ce que je dis là, c'est passé en Iran, en Afghanistan, dans plusieurs provinces d'Irak et de Syrie, et en Somalie, enfin bon, Soudan, en Arabie Saoudite. Vous pouvez passer une vie entière sans voir une femme, hein. Et il n'y avait pas de cinéma en Arabie Saoudite. Je crois qu'il n'y a toujours pas de cinéma. Ils viennent de dire ou de prévoir ou d'annoncer que les cinémas seront rouverts. Donc, puis je crois qu'ils ont fermé en 78. Donc l'islamisme est le meilleur allié d'un pouvoir qui n'a rien à donner à une population frustrée, frustrée de ne pas pouvoir s'émanciper économiquement, de ne pas pouvoir s'élever socialement, à une population parquée dans des banlieues ou dans des franges territoriales où il n'y a pas de richesse, à une population voilà, qui s'est fait, pour le dire bancalement, qui s'est fait entuber. Donc une population trompée, dupée. Eh bien, l'islamisme arrive comme une espèce de napalm qu'on passe sur cette population pour éviter qu'elle ne fasse ce qu'ont fait les Français il y a juste 30 ans, 40 ans,
descendre dans la rue, demander leurs droits. Hein. Le Grenelle de 68 et d'autres luttes sociales, le Front populaire et tout, elles ont eu lieu parce que le peuple est descendu dans la rue et le peuple, une partie du peuple, était encadrée par les syndicats. Là, avec les islamistes, vous n'aurez plus de syndicats. Hein. Vous n'aurez plus rien. Vous aurez une société civile islamisée avec des charités, des fondations de charité qui sont connectées sur la Palestine et le monde arabe parce qu'ils vont faire des transferts de fonds. Et puis, en France, vous aurez des gens qui vont prélever la zakat. Voilà, ce sera une espèce de système financier islamique qui va tourner autour de lui-même, qui va enrichir les gens qui gravitent autour de lui, mais ce ne sera pas le grand soir social. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour des gens, un ultra-capitalisme qui n'a plus rien à nous donner. Hein. Après, pour les Français de souche qui ne sont pas musulmans, il y aura d'autres moyens de contrôle social. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque ce serait faire hors sujet précisément. Voilà. Alors, en conclusion, je ne sais pas si j'ai raison. Moi, je vous donne, je fais de la spéculation ici, des conjectures sur la base de ce que j'observe et de quelques expériences historiques très récentes dans le monde arabe. Et comme je dis souvent pour provoquer, hein, la France est en train de devenir un pays arabe, est un pays musulman. Chaque année, elle envoie au Hajj, donc au pèlerinage à la Mecque, elle envoie, je ne me rappelle plus là, mais je crois que c'est 28 000 pèlerins, c'est pas mal, hein, c'est plus que le Sénégal et le Mali joints, réunis. Donc c'est un pays musulman. Bientôt, enfin pays musulman, je veux dire, c'est un pays qui a une présence, qui a une réalité musulmane. Pour provoquer, je dis souvent que la France mériterait même un siège à l'Organisation de coopération des États islamiques. Je crois que c'est l'OCI qu'on dit. Ou à la conférence des États islamiques, pardon. Puisque elle devrait avoir sa voix. Enfin bon, là, je m'égare, j'allais faire une mauvaise blague. Mais vous m'avez compris. Donc, en conclusion, tout cela n'est qu'un mauvais calcul. Hein. Le pouvoir se croit intelligent et il se croit capable de prévoir et d'être aux manettes. Hein. En fait, il est sur pilote automatique, hein, puisque c'est la fuite en avant. On est en train d'installer l'islamisme en France. C'est pas un cadeau, hein, c'est pas un cadeau du tout. Hein, c'est le pire ennemi de la France. Si j'étais le pire ennemi de la France, j'y installerais l'islamisme. Hein. Je pense que là, le pouvoir est vraiment devenu. Certaines franges du pouvoir sont devenues l'anti-France. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est un mauvais calcul parce que l'islamisme va se retourner contre tout le monde. Hein. Évidemment contre les musulmans modérés, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais contre les musulmans, disons. Et il va se retourner contre le pouvoir progressiste, parce qu'il n'y aura plus d'îlot de sécurité. Hein. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas vivre dans des bons tous temps. On ne peut pas dire on va donner 93 à telle confrérie, le nord du département, les quartiers nord de Marseille à telle ou telle confrérie. On ne peut pas même payer des capitulations, payer le tribut par le biais des aides sociales ou même le tribut, comme on le payait au Moyen-Âge, ou même au 19e siècle au Maroc, hein, entre les tribus et le marzem. Ça, c'est fini, quoi. Il n'y aura plus d'idée de sécurité. On ne peut pas dire on va donner aux islamistes la gestion de la question musulmane en France, et nous, les progressistes, on s'occupera du reste, des Français de souche ou des Français non musulmans. Non, parce que ça va péter. Si c'est ça le scénario, ça va péter. Parce qu'il n'y a pas d'étanchéité. On ne peut pas convaincre les gens de rester dans leur patelin, dans leur banlieue. Les gens veulent bouger, puis il y aura toujours des ressentiments, des jalousies. Tel est le fonctionnement de nos sociétés multiethniques, hein, ou plutôt multiculturelles. Chaque communauté jalouse l'autre et fantasme sur les privilèges de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on a installé l'islamisme comme un moyen de contrôle social qu'on a réglé le problème. Les islamistes vont trouver les progressistes, enfin la grande bourgeoisie, là où elle est, hein, en Suisse, à Deauville, au Touquet, à Monaco et même à Marrakech. Hein, puisque même au sud de la Méditerranée, on voit bien l'hydre islamiste, pour reprendre le mot de notre cher guide, le président Macron, l'hydre islamiste s'installe partout. Et elle dit, enfin, elle annonce, enfin c'est tellement évident, elle annonce la fin du mode de vie occidental. Que ce soit dans tous les refuges, hein, Ibiza, enfin là où vous voulez, il n'y aura plus d'endroits tranquilles pour vivre, pour profiter de l'argent.
accumuler et pour cueillir les fruits de cette politique que je viens de décrire. Peut-être que nos chers maîtres progressistes s'enfuiront à Dubaï. Là, au moins, c'est une dictature. Et peut-être qu'ils seront à l'abri ou ils s'enfuiront aux États-Unis où il n'y a pas encore de questions musulmanes, ou chez moi ici, au Brésil, où on n'a pas de questions musulmanes. Mais en tout cas, dans tout ce qui est porto-méditerranéen, Europe occidentale, comment dire en anglais, forget, hein, il n'y aura plus de vidéo de sécurité. On ne peut pas. À moins de réarmer tout le monde, et là, c'est pas le but des progressistes, puisque si le peuple est réarmé, il va se retourner contre eux. Donc ça, ils veulent pas. Voilà. Donc, je suis désolé, je suis un peu la Cassandre aujourd'hui, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre ennemi, qui est le progressisme, et ne pas sous-estimer aussi sa bêtise de temps en temps, parce que là, si mon raisonnement est juste, les progressistes se mettent le doigt dans l'œil. Hein. Ils vont payer le prix de l'islamisme, hein, de l'installation de l'islamisme en France et en Europe, aussi cher que tout le monde. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir.